Bonsoir tout le monde. Il est donc lundi, 20h, réglé comme une horloge. Je suis donc là ce soir. J'espère en voir plusieurs nous rejoindre. Comme chaque fois, ça me fera très plaisir de savoir que vous êtes là parce que j'aurai un certain nombre de choses à partager avec vous et je serai content de pouvoir le faire. Donc je vois déjà une personne. Bonsoir Rachel. Bonsoir, bonsoir. Alors je crois que certains vont nous rejoindre un peu tard. Alors de ce que j'ai compris, on avait auparavant avec l'IApreneur Academy un live sur de la négo et qui, je crois, n'est pas complètement fini. Si c'est le cas, effectivement, donc ça peut expliquer que certains nous rejoindront plus tard. Alors je vois qu'on a 3 invités de plus, donc soyez les bienvenus. Donc il y a Rachel, ouais, j'ignore qui sont les 3 autres. Si vous voulez participer au chat, surtout ne vous privez pas, ça fera toujours plaisir. Euh, alors, pour ce soir, l'idée c'est de parler de sondages et de questionnaires. Pourquoi dans le mille, euh, aujourd'hui on est au lendemain du premier tour des élections municipales en France et cette campagne des municipales a été jalonnée, comme toutes les campagnes électorales, par de nombreux sondages. Et on a pu voir hier soir et confirmer ce matin qu'un certain nombre de ces sondages, qu'un certain nombre de ces questionnaires qui ont été administrés à des échantillons supposés représentatifs de la population française s'étaient souvent trompés. Donc l'idée sera d'essayer de comprendre ce qui fait qu'un sondage marche ou pas. Mais comment ça se fait que les sondeurs se trompent le plus souvent. Et là, on a... bonsoir Mirella. Et là, on a un exemple flagrant, puisque c'est le plus récent qu'on puisse avoir. Il date de ces derniers jours et de la vérification aujourd'hui. Mais avant ça, avant de vous parler des sondages comme outil pour dresser des profils ou pour comment dire, comprendre qui est qui, quelques mots. Bonsoir, J. Cocotte. Donc quelques mots sur l'actualité de la semaine, sur l'actualité de l'IA, puis quelques mots sur ma propre actualité, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses de mon côté en une semaine, et puis il s'en est passé aussi pas mal depuis hier soir. Et ça n'a aucun rapport avec les municipales, ou un rapport très 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 éloigné, très indirect. Donc l'actualité de l'IA, il y a plusieurs choses. Donc la première, la grosse actualité, et là je vais partager mon écran avec vous. La grosse actualité de cette semaine en matière d'IA, c'est c'est le fait que AMI Labs, la nouvelle entreprise de Yann Lequin, qui était l'ancien directeur de l'IA de chez Meta, donc Meta qui possède Instagram, Facebook, WhatsApp. Donc il est parti il y a à peu près un mois ou deux pour monter sa propre entreprise. Et celle-ci présente plusieurs choses singulières. La première, c'est que lui est convaincu, donc Yann Lequin, oui, au passage, c'est un franco-américain, enfin français qui s'est installé aux États-Unis et là qui est revenu. Donc, il est convaincu d'une chose, c'est que les grands modèles de langage utilisés par les IA génératives que nous connaissons ont probablement atteint leurs limites. En gros, ils ne pourront que s'améliorer à la marge. Pour lui, le gros enjeu est que l'IA ne comprend pas, ne connaît pas le monde physique. Et donc, de son point de vue, l'IA fera de vrais progrès,
et sera capable de s'approcher de l'intelligence humaine à partir du moment où elle sera capable de comprendre et d'interagir avec le monde physique. Donc ça c'est son, c'est son mantra. Alors, qu'est-ce qui est intéressant chez Yann Lequin? Yann Lequin, donc, c'est quelqu'un qui était ingénieur, mathématicien, enfin qui a fait un doctorat en informatique et qui a en fait posé les prémices de l'IA contemporaine déjà il y a une vingtaine d'années et a beaucoup fait avancer la recherche appliquée sur l'IA générative. Et aujourd'hui, il est parti de chez Meta. Il a fondé son entreprise qui est en France, AMI Labs, qui a vocation à répondre à cette problématique de l'IA qui ne comprend pas le monde physique. Alors, pourquoi c'est important d'évoquer ça aujourd'hui? Alors, c'était le gros, sujet de la semaine. Hein. Et donc, c'est important parce que donc quand il est parti, forcément, il a laissé Meta dans l'embarras, hein, avec beaucoup de retard sur les autres entreprises qui font de l'IA. Et alors Meta a développé un modèle, hein, Ollama et d'autres choses, mais Meta est quand même très en retard par rapport à Anthropic, par rapport à Google, par rapport à OpenAI forcément. Meta est à peu près au même stade, on va dire, qu'Amazon ou Microsoft, qui ont essayé d'investir dans l'IA en interne, hein, en développant des solutions pas vraiment probantes et qui du coup ont investi chacune dans un des champions putatifs de l'IA. Donc si vous vous souvenez, je vous disais la semaine dernière à quoi s'exposait Anthropic dans sa relation avec Amazon, qui est son premier investisseur. Également, j'avais évoqué il y a quelques temps déjà le possible sort d'OpenAI, donc le papa de ChatGPT, dans le giron de Microsoft, qui là aussi est son premier investisseur. Donc peut-être que effectivement Meta aussi fera des investissements dans des entreprises prometteuses. Mais là, avec le départ de son patron de l'IA, Meta a perdu une ressource rare. Et donc Yann Lequin donc, a monté son entreprise. Et ce qui est très singulier, c'est que dans cette entreprise, au moment où il l'a lancée, il a levé 1 milliard de dollars pour pouvoir la lancer. Et à peine lancée, l'entreprise est déjà valorisée à plus de 3 milliards, je crois 3 milliards 3 milliards 200 millions, 3 milliards 200 millions de dollars. Mais me direz-vous, que vend-il? Eh bien, on ne sait pas encore. Donc son entreprise est valorisée pour ce montant. Il a pu lever 1 milliard de dollars sans qu'on sache véritablement ce qu'il fait. Alors il va faire de la recherche, hein, bien sûr, de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, mais tout ça pour quoi? On ne sait pas encore. Donc c'est quand même assez singulier de voir une très grande confiance dans une entreprise qui n'a pas encore de produit et dont finalement l'objet social est tout sauf clair, finalement, tout sauf évident. Là c'est clairement lui, Yann Lequin, qui fait la valeur de l'entreprise. Il est l'actif rare, l'actif unique, évalué 3 milliards. Et ça me rappelle une chose, alors pour ceux qui ont ces souvenirs, ça me rappelle une série des années 80-90, L'homme qui valait 3 milliards. Et ça me fait penser à ça véritablement. Donc Yann Lequin, l'homme qui valait 3 milliards. Bel et bien. Et donc pour son entreprise, il a, donc là je vous mets, vous avez sous les yeux
un article de La Tribune, du journal La Tribune de mercredi 11 mars. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que son équipe, c'est une équipe de choc qu'il a constituée avec, avec surtout des personnes qui viennent eux-mêmes de chez les plus grands. Donc on a, alors je ne vais pas tous vous les faire, mais en gros on en a quelques-uns qui sont passés par tous les géants de l'IA. On en a certains qui sont passés chez l'un ou chez l'autre, enfin qui connaissent tout le monde, sans parler du fait qu'ils ont un beau carnet d'adresses. Donc on n'a pas que des geeks, on n'a pas que des techniciens de l'IA ou des penseurs de l'IA, on a des gens qui ont un solide carnet d'adresses, un solide réseau, y compris politique. Si on regarde ici Laurent Soli, qui lui est passé par le cabinet de Nicolas Sarkozy, qui est passé par TF1, où il est resté, je crois, presque 10 ans, presque 10 ans, ce qui fait qu'il a tous les codes pour percer dans les médias, pour faire finalement un personnage à 3 milliards. Et il a recruté pas mal de chercheurs qui payent très bien. Et donc là, il a une équipe en ordre de marche qui a été débauchée chez les plus grands, prête à se mettre au travail. Mais pour quoi faire ? On ne sait pas, on verra. Donc ça, c'était la première info de la semaine, la plus significative, parce que à la fois, donc on a Meta qui a perdu quelqu'un d'une très grande valeur, quelqu'un qui est revenu en France, quelqu'un qui a monté une nouvelle entreprise de l'IA en France, et qui, une fois qu'il l'a montée, a quand même monté une entreprise qui déjà est valorisée à plus de 3 milliards de dollars. Chose plus que rare, hein. Ça n'arrive quasiment jamais, quelque chose comme ça. Donc c'est dire l'importance que ça peut revêtir pour le monde de la technologie et de l'IA plus particulièrement, et pour l'écosystème en France. Donc ça, c'était la toute première nouvelle. Ensuite, il y en a eu 2-3 autres qui, à mon avis, étaient importantes. Donc on a une qui est importante. Vous avez vu probablement que quasiment toutes les semaines, un nouveau centre de données doit ouvrir dans une région ou une autre. On en a un en Seine-Saint-Denis qui est, je crois, le plus grand d'Europe, qui fait 80 000 m². Un à Bordeaux qui est en construction, dans la Nièvre, un ancien entrepôt, une ancienne papeterie, pardon, est en train d'être reconverti en centre de données. Donc c'est le gros sujet du moment. Mais ce qui est intéressant, je trouve, ce que nous montre l'actualité en partie, c'est que ces centres de données sont loin de faire l'unanimité dans les zones où ils sont construits. C'est-à-dire que ça a commencé aux États-Unis, où ils se construisent très vite, où les riverains commencent à être plutôt mécontents de la présence de centres de données parce que disent-ils, ça génère beaucoup de nuisances, et certaines plus ou moins inattendues. Alors les nuisances sont de 3 ordres principalement. Le premier ordre de nuisance, c'est que les centres de données nécessitent énormément d'eau, notamment pour le refroidissement des serveurs. Et là, je vous raconterai une petite anecdote après, avec mon actualité, un truc qui date de ce matin, donc c'est tout frais, y compris dans ma mémoire. Donc ce qui est important, c'est que donc ça crée des nuisances, et à commencer par l'eau. C'est-à-dire que
dans un certain nombre d'endroits aux États-Unis où ont été construits des centres de données, eh bien, il commence à y avoir des restrictions d'eau parce que, pour les riverains, pour les habitants, parce que l'eau est préemptée par le centre de données pour refroidir les circuits et refroidir les circuits et les pièces où ils se trouvent. Et, et ensuite, ça pose un deuxième problème, deuxième type de nuisance. Et là, vous serez surpris de savoir qu'en gros, les pêcheurs sont mécontents. Alors, a priori, on se demande pourquoi, ou quel est le lien. En fait, les pêcheurs sont mécontents parce que quand l'eau qui a été utilisée pour refroidir les serveurs est rejetée sans forcément être polluée, alors elle peut l'être, mais sans forcément être polluée, quand elle est rejetée dans les rivières, eh bien, elle est trop chaude pour les poissons et en gros, la faune fluviale soit migre, soit meurt. Donc en gros, à cause des centres de données, eh bien, à la fois restriction d'eau et à la fois extinction ou disparition de certaines espèces de poissons, ou en tout cas pas seulement de poissons, on va dire de poissons, écrevisses, etc. Donc gros mécontentement. Autre source de mécontentement liée au centre de données, eh bien, figurez-vous, la gêne liée une gêne liée au bruit. Alors, les centres de données sont censés être hermétiques, insonorisés, mais c'est vrai que c'est très bruyant. Et ça, je vous raconterai mon expérience de la chose un petit peu plus tard. Imaginez simplement donc, que vous avez une pièce entière qui, je sais pas, imaginez votre salon dans lequel vous avez des armoires, ou votre dressing si vous en avez un, dans lequel toutes les armoires sont pleines d'ordinateurs, d'unités centrales d'ordinateurs qui tournent à plein régime en même temps et en permanence. Donc quand vous avez un ordinateur, vous sentez déjà qu'il fait un petit peu de bruit. Pas forcément beaucoup. Les ordinateurs récents sont assez silencieux, mais il y a un petit bruit quand même. Donc imaginez que vous en ayez comme ça des dizaines, des centaines ou des milliers. Donc en gros, vous avez un bourdonnement incessant lié à ces machines. Et donc ça crée des nuisances chez un certain nombre de riverains qui sont pas contents forcément. Et compte tenu de tout ça, eh bien, là où des centres de données se construisent, on constate qu'il y a des impacts pas forcément plaisants pour le coût de l'immobilier, le prix de l'immobilier. C'est-à-dire que compte tenu de ces nuisances, eh bien, finalement, les prix de l'immobilier baissent. Et donc en gros, des gens qui ont acheté une résidence à un endroit où maintenant se construit un centre de données voient la valeur de leurs biens baisser, parfois se retrouvent avec des biens invendables, et donc ça suscite des crispations. Ça, c'est une chose que j'ai vue cette semaine dans la presse, alors que j'avais déjà vu les semaines précédentes, mais cette semaine dans la presse, c'est ressorti encore une fois. Et je l'évoque parce que des centres de données, on va en avoir de plus en plus de toute manière. Ça me paraît inévitable. On va en avoir de plus en plus sur notre territoire parce qu'on a besoin... on a forcément besoin de pouvoir faire tourner les machines, on a besoin de pouvoir stocker les données, on a besoin de capacité de traitement, on a besoin que tout ça soit sur le territoire pour ne pas être complètement dépendant de technologies ou de prestataires internationaux, surtout lorsqu'on a des données sensibles à héberger. Et donc ça c'est un vrai enjeu. Je ne serais pas surpris que ce soit à un moment, alors
à un moment donné, probablement d'ici 2032, alors je sais ça fait loin, 2032, on a à peine passé le cap du premier tour des municipales, que là je vous parle déjà des municipales de 2032, mais je suis à peu près convaincu qu'en 2032, un certain nombre de municipalités qui se seront lancées dans la construction de centres de données auront des comptes à rendre à leurs administrés, et je ne serais pas surpris que certains maires qui se sont engagés dans cette direction ne soient pas reconduits compte tenu des nuisances qu'auront subi ou qu'estimeront avoir subi leurs administrés, dans un certain nombre de communes, pas partout bien sûr, mais je ne serais pas surpris si ça se produisait. Et donc je pense que le problème va être d'autant plus fort que, comme par magie, cette semaine, la question de l'alimentation en électricité des centres de données a été résolue, ou presque. Alors, je crois que je disais la semaine dernière, ou la semaine d'avant, que l'un des gros enjeux aujourd'hui, c'est l'énergie, l'électricité. Donc d'ici 2030, si on continue au même rythme de construction de centres de données, si on continue au même rythme en matière d'utilisation de l'IA, de développement et d'utilisation de l'IA, eh bien, il n'y aura pas suffisamment d'électricité, tout le monde ne pourra pas être servi. Et ça, évidemment, si on ne change pas les manières de produire de l'électricité. Et cette semaine, la Commission européenne a enfin, je dis enfin parce qu'elle a beaucoup tergiversé, influencée par l'Allemagne, elle a enfin intégré à son plan énergétique le nucléaire. C'est-à-dire que à présent, le nucléaire fait partie des énergies promues par l'Union européenne. Et dès lors, on a commencé à voir cette semaine, la semaine dernière, les premières annonces de construction de petits réacteurs modulaires ou modulables un petit peu partout dans les pays de l'Union. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire que la question des centres de données est également complétée par la question des réacteurs nucléaires, des petits réacteurs nucléaires qui vont être construits. Et un réacteur nucléaire, c'est comme une prison. En gros, personne n'est content d'en avoir chez soi. Comme les éoliennes, qui suscitent souvent des critiques. Surtout quand vous êtes dans un parc naturel régional. Donc je dis ça parce que c'est pas rare que ça se présente comme ça. Donc tout le monde est content d'avoir de l'électricité, tout le monde est content de bénéficier des effets positifs de la chose, mais personne ne veut avoir ça chez soi. Une prison, oui, parce qu'il faut bien enfermer ces vilains criminels, mais certainement pas chez moi, pas sur mon territoire. Un centre de données, a priori, ça mange pas de pain. Puis on se rend compte que c'est un peu gênant. Une centrale nucléaire, oula, certainement pas. Et on pense souvent à Tchernobyl ou à Fukushima. Donc là, les petits réacteurs modulaires, je pense que ça va pas être triste non plus. C'est-à-dire qu'ils sont très prometteurs en ceci que, à la différence des gros réacteurs, les EPR qu'on connaît, eh bien, les petits réacteurs peuvent avoir une activité, peuvent fonctionner même si c'est pas à plein régime. C'est-à-dire qu'un gros réacteur, une grosse centrale nucléaire, on ne peut pas l'arrêter et la lancer comme on veut. Il faut déjà plusieurs semaines pour qu'elle se mette en branle, et donc une fois qu'elle est mise en branle, elle fonctionne à plein régime. Là, avec les petits réacteurs modulaires, grosso modo, on peut les allumer ou les éteindre quasiment à volonté ou selon les besoins, sans qu'il y ait de gros coûts de lancement ou d'arrêt. Bon, ça c'est la promesse. Est-ce que ce sera le cas ? Je n'en sais rien. Est-ce que les SMR, donc les Small Modular Reactors, est-ce que les SMR, ça va être le nouveau Super Phoenix ? Aucune idée. Donc est-ce que ce sera en fait un échec technologique et commercial ? Je n'en sais rien. J'espère que non, évidemment. Mais on ne sait pas. En revanche, politiquement,
je pense que ça risque d'être assez sulfureux pour les élus qui accepteront d'en héberger sur leur territoire. Mais à supposer donc que certains élus parviennent sans difficulté, sans trop de heurts à en installer sur leur territoire, eh bien, on aura résolu une grande partie du problème de l'alimentation en électricité des centres de données. Donc ça, c'était pour les actus de la semaine. À présent, ma propre actualité et mon odyssée dans l'IA, il y a eu beaucoup de choses cette semaine, mais vraiment énormément de choses. Tout d'abord, j'ai revu quelqu'un que je connaissais depuis pas très longtemps, enfin depuis un petit peu plus d'un an, qui est un recruteur, un chasseur de tête, et je l'ai revu pour lui parler de mon actualité, lui dire ce que je faisais, où j'en étais, et voir s'il avait des conseils ou des pistes de réflexion à me suggérer. Et il m'a mis en contact avec une personne qui a un réseau, qui a monté un réseau de recommandations pour l'enseignement supérieur et qui a un réseau énorme donc de prescripteurs. On a échangé assez longuement et donc il m'a dit qu'il était plus que disposé à m'ouvrir son réseau, me proposant même de faire un webinaire avec les membres de son réseau au mois d'avril. Donc il faut que je revienne vers lui dans la semaine avec une proposition de webinaire qu'on pourra faire en avril avec donc, les représentants des écoles qui travaillent avec lui. Et ça devrait ensuite ça pourrait ensuite donner lieu à des rencontres individuelles dont il serait l'entremetteur et ouvrir vers de possibles contrats à plus ou moins brève échéance. Mais ce qu'il me disait aussi, c'est une chose que tout le monde sait, hein, bien sûr, c'est une fois que vous en aurez un, eh bien, comme ils discutent entre eux, tous les autres vont suivre. Moi, c'est là-dessus que je mise, hein, bien sûr. Énormément. Pour l'instant, le 1 est un petit peu long à dégainer, mais il y a beaucoup d'intérêt. Donc ça, c'était vraiment très, très encourageant. De la même manière, exactement sur le même registre, j'ai une amie qui est documentaliste et qui avait un poste de présidente d'une association de documentalistes professionnels, qui m'a mis en contact avec une autre personne qui a mis en place un réseau d'acteurs et de décideurs de l'enseignement supérieur autour des questions d'IA. Et elle lui a envoyé la documentation de mes outils et il adore. Donc il a beaucoup aimé et on a échangé 1h30 la semaine dernière. Et il m'a intégré à son réseau, il m'a donné accès à tout, et m'a dit voilà, tu n'hésites pas, tu t'inscris quand tu veux pour faire une intervention dans nos webinaires, dans nos web meetings. Et ce sera avec grand plaisir. Et puis si tu veux que je te présente un tel, tu me dis. Voilà, donc là j'ai ça qui s'ouvre aussi. Et plus récent, beaucoup plus récent, parce que ça date de ce week-end. Donc une amie, salut Clément, une amie qui est peut-être là ce soir, je ne sais pas. Nadia, je ne sais pas si tu es des nôtres, si tu es là, eh bien ce message s'adresse à toi. Donc Nadia m'a fait intégrer un groupe qui s'appelle iArena et je me suis présenté dans le groupe virtuellement, hein, bien sûr, et
je crois que le coordinateur du groupe, aussitôt, m'a proposé de faire une intervention sur mes outils lors d'un webinaire qu'ils organisent dans une semaine, enfin, dans 8 jours. Donc oui, avec grand plaisir, évidemment. Et, et j'ai pu voir d'ores et déjà que les préoccupations qu'ont les membres de ce groupe sont très proches de ce sur quoi je travaille et de ce que je vous ai déjà montré. Donc je suis très content, je trouve que c'est très très encourageant. Ensuite, toujours donc sur le même registre lié aux prescriptions et aux réseaux et aux groupes, et ben là, deux autres choses. L'une, un think tank que vous ne connaissez pas, donc qui n'est pas très connu, donc c'est pas la peine que je donne son nom, m'a nommé coordinateur régional pour en gros la partie ouest de la France d'une commission sur l'IA, et notamment on m'a demandé si j'accepterais d'animer un groupe de travail sur les dimensions liées à l'éthique, à la souveraineté éthique, souveraineté et questions internationales soulevées par l'IA. Donc évidemment j'ai dit oui avec grand plaisir. Et donc ça va commencer bientôt. Alors le truc un tout petit peu couillon, c'est que ce groupe se réunit pour la première fois ce soir à 20h. Donc de 20h à 21h30. Alors donc évidemment j'ai préféré honorer mon live de ce soir, mais je leur ai fait savoir que les lundis soirs c'était quand même compliqué pour moi. Donc on verra à l'avenir comment ça se goupillera. Et la deuxième chose est que, et c'est là qu'il y a la petite anecdote, est la suivante. La semaine dernière, j'ai reçu un SMS de la part d'une journaliste de la radio ici, enfin France Bleu, que je connaissais depuis des années, et qui souhaitait que je puisse, qui me demande si j'accepterais de parler des élections municipales et de parler politique en Berry à la station. Donc je dis oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Juste une chose, moi j'habite plus dans les départements de l'Indre et du Cher. Du coup, je suis de très loin la vie locale, mais avec plaisir. Et donc moi, elle me dit très bien, on se passer à la radio lundi, donc aujourd'hui. Donc très bien. Alors moi, j'avais compris que j'aurais à commenter pendant le journal les résultats des élections dans les deux départements de l'Indre et du Cher. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai potassé à mort. J'ai potassé. Donc, je dois savoir à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les différentes listes dans toutes les communes des deux départements, quasiment, et aussi sur les résultats du premier tour. Hier soir, j'ai bien entendu écouté la soirée électorale en région. Et donc ce matin, j'arrive à la radio et on me fait visiter d'abord. J'ai vu plein de trucs que je connaissais pas. Enfin, c'était super intéressant. Et donc la personne en charge des services techniques m'a fait visiter la salle des serveurs. Donc j'ai demandé tiens, est-ce qu'il serait possible de voir les serveurs ou pas, et donc il m'a dit oui avec grand plaisir. Et je crois qu'il n'y a pas grand monde qui demande à voir la salle des serveurs. Et donc j'ai vu la salle des serveurs et effectivement les serveurs, mine de rien, ça fait quand même beaucoup de bruit. Vous avez l'impression d'avoir un essaim de frelons autour de vous.
Et puis c'est vrai que là, ça dégage aussi beaucoup de chaleur. Donc ça sont vraiment les choses qui m'ont frappé aujourd'hui, outre l'installation, outre toutes les dimensions, la dimension technologique et les questions liées à l'alimentation électrique. Indépendamment outre ça, je veux dire, j'ai été surpris ou frappé par le bruit et la chaleur dégagée par un serveur une salle des serveurs qui est là petite pour les besoins de la radio, mais quand même, c'est-à-dire que ça devait faire une pièce de l'équivalent, je sais pas, une vingtaine de mètres carrés, donc c'est quand même pas neutre. Et donc voilà. Et donc après la visite, je revois la journaliste qui sortait du coup d'un flash info, d'un journal. Et en fait, bon, moi je pensais, alors j'ai rencontré le directeur de la radio et tout, donc moi je pensais naïvement que j'allais être interrogé sur les élections. Et en fait, non, elle me dit, bon, mais écoutez, merci beaucoup d'être là, bon, très bien. Et en fait, non, c'était pour me proposer d'être consultant pour la radio et d'être consultant sur des questions d'IA, de technologie. Alors, comme elle m'avait déjà interviewé par le passé sur des questions de géopolitique, un tir de missile par la Turquie, je ne sais plus en quelle année, donc je ne sais plus exactement quel était le contexte, et elle avait beaucoup aimé ma hauteur de vue sur l'actualité, donc c'est ce qu'elle m'a dit aujourd'hui. Donc la même chose sur la technologie, sur l'IA, ce sera avec plaisir. Bah oui, forcément, moi ça m'intéresse, hein. c'est toujours bon à prendre. Donc je suis super content parce que oui, donc voilà, je vais me retrouver consultant pour ici, donc anciennement France Bleu, sur ces questions-là. Et dans un registre connexe, cette semaine également, j'ai eu comment dire, la bonne nouvelle d'être comment dire, affilié en tant que chercheur associé au NIMEC, qui est le laboratoire des trois universités normandes, commun aux trois universités normandes, Caen, Rouen, Le Havre, ce qui me permettra d'avoir mes propres doctorants, qui sont inscrits en diplôme national du doctorat, et de continuer à avoir un ancrage académique qui continuera de donner de la crédibilité à toute mon approche par ailleurs. Donc je suis très content parce que c'était quelque chose, non pas qui manquait, en tout cas pas encore, mais qui aurait été susceptible à un moment ou à un autre de manquer si je m'étais retrouvé trop éloigné de la réalité de la recherche, hein, et de l'université. Et en parallèle, une école avec laquelle je suis en discussion depuis assez longtemps maintenant, enfin assez longtemps, tout est très relatif, hein, mais assez longtemps dans un monde qui bouge très vite, hein, donc c'est-à-dire que ça doit faire 6 mois, peut-être, environ 6 mois, une école dont la directrice pédagogique, la directrice des programmes, pardon, me soutient depuis le début, même depuis mon premier live sur Twitch. Elle était là, elle était des nôtres, hein. Eh bien, elle m'a rappelé pour me dire que cette semaine, je devrais recevoir une offre de la part de l'école pour pouvoir reprendre en main complètement le mémoire de fin d'études et, dans le cadre de cette reprise en main du mémoire, introduire mes outils. Donc c'est ça qui est à la clé, hein. C'est-à-dire finalement non seulement introduire mes outils, mais en plus avoir la main sur la manière dont ils vont être introduits et utilisés. En termes de vitrine, en termes de vitrine et de, comment dire, je vais pas dire de contrôle, mais en tout cas
oui, allez, disons le mot, en termes de contrôle de leur utilisation, on ne fait pas mieux. Donc moi, je suis super content. Ça me permettra de voir ce qui marche bien, ce qui est susceptible de poser problème, de déminer, même dans l'anticipation de situations que je pourrais rencontrer dans d'autres écoles. Donc j'attends ça avec une très très grande impatience. Et je vais m'arrêter là pour le moment sur cette actualité parce qu'autrement je pourrais y passer des heures. Hein. Il y a eu d'autres événements, mais qui auront des implications, qui feront des petits dans les semaines à venir. Donc je vous en parlerai plus tard, plutôt à cette occasion. Donc pour ce soir, j'ai un tout petit peu, je ne vais pas dire changé mon programme parce que c'était, enfin, bref, j'ai un tout petit peu changé mon fusil d'épaule. Je me suis dit qu'il serait intéressant ou rigolo quelque part, bon, le terme est peut-être mal choisi, mais intéressant, on va dire, de parler des sondages et des questionnaires comme outil pour dresser des profils et finalement comme outil pertinent ou pas, hein, en recherche. Et pour ça, ce que je compte faire, c'est vous parler en grande partie, pas que, hein, mais en grande partie, de chiffres liés au municipal. C'est-à-dire que une chose qu'il faut avoir à l'esprit est que donc pendant la campagne, on a eu des sondages dans tous les sens. Donc la campagne a été émaillée par les sondages et souvent ces campagnes, souvent ces sondages nous donnent l'impression que l'opinion publique est mesurée avec précision. Alors, pourtant, deux choses. Un, nous dirait Bourdieu, l'opinion publique n'existe pas. Donc c'est une fiction. Et également, les chiffres reposent sur des questionnaires dont la valeur dépend de la construction en elle-même et de leur interprétation. Ce que mesurent les questionnaires, est-ce que c'est vraiment l'opinion ou est-ce que c'est autre chose ? Et c'est ça en fait qu'on va voir ce soir. Et donc la première chose, donc je vais voir ça en trois temps. D'abord, on va voir la puissance d'illusion des pourcentages véhiculés par les sondages. Et ensuite, on verra comment le questionnaire est un instrument qui mesure des réponses, non des opinions. Ça, c'est super important. C'est un questionnaire, c'est pas une étude approfondie d'opinion. Et enfin, on va voir aussi des choses sur l'usage scientifique des questionnaires qui ont vocation, comme je disais, non pas à faire des pourcentages, parce que ça, on n'a pas spécialement besoin de questionnaires pour ça, mais ils servent a priori à dresser des profils types de répondants. Et donc c'est ça qu'on va voir ce soir. Et c'est là aussi qu'on va voir les limites ou les faiblesses des principaux sondages que l'on peut rencontrer lors d'une campagne électorale. Donc, je vais donc commencer avec ici celui-ci. Je partage mon écran. Ici. Alors, là, qu'est-ce qu'on voit ici ? Ici, on voit deux courbes. On voit deux courbes sur la cote de popularité du président de la République, Emmanuel Macron. Et donc là, on voit depuis 3 ans, donc depuis avril 2023, l'évolution de sa popularité. Donc en haut, la courbe mauve nous indique
nous indique le pourcentage de répondants désapprouvant sa politique, ou en tout cas n'ayant, comment dire, ne lui accordant pas sa confiance, leur confiance, pardon. Et on a ensuite la courbe rose en dessous qui, à l'inverse, nous donne les scores des répondants accordant leur confiance à Emmanuel Macron, président de la République. Et là, moi, il y a plein de trucs qui me frappent en regardant ça. Et toutes les choses qui me frappent, c'est que on a quasiment au jour près, hein, si vous voyez, au jour près, on a des chiffres. Donc là, vous voyez, ça évolue. Hein, donc 68, 67, 66, 65, 64. On a donc des chiffres ici qui sont au jour près. Donc ça veut dire qu'on est capable de savoir chaque jour quelle est la cote de popularité du président de la République. On est capable chaque jour de savoir ce que pensent les Français de leur président de la République. J'ai un doute là-dessus. J'ai vraiment un doute là-dessus. Et ça, c'est la première illusion, en fait. Hein. C'est probablement de voir des chiffres qui ont l'air très précis. Hein. Et quand on voit les courbes, là, les deux courbes qui s'éloignent, qui à un moment finissent... je ne peux pas dire qu'elles se rapprochent, parce qu'aujourd'hui, on est loin du compte. Mais quand on voit donc les deux courbes qui évoluent de manière quasi symétrique, on se dit, ah oui, c'est vraiment très poussé, c'est scientifique. Ouais, je veux bien. Mais moi, ça me pose plein de problèmes. Hein. Ça me pose plein de problèmes. Et des problèmes qui vont être d'autant plus forts avec les municipales. Donc là, j'ai pris deux courbes en fait, très simples, a priori, très simples à lire, mais qui posent un certain nombre de problèmes, sur lesquels on va revenir, hein, évidemment. Alors, je vais commencer par évoquer le fait que par évoquer les sondages à l'occasion des municipales, et je vais en prendre des sondages sur deux municipalités, Paris et Nice. Le sondage d'abord, et ensuite le résultat de l'élection. Et ça va être intéressant pour voir un certain nombre de problèmes que ça pose, ou de limites en fait qu'on peut leur attribuer. Et j'aurai ensuite autre chose, alors un sondage qui a l'air costaud, et ça on verra plus tard, sur les intentions de vote générales et les déterminants du vote pour ces municipales. Et là on décortiquera, on verra qu'il y a quand même des trucs qui clochent. Alors, on va commencer par les sondages à Nice. Donc là, un article paru dans Aujourd'hui en France, dimanche, le 1er mars. Donc je vais vous le lire, il n'est pas très long, hein, vous voyez, il n'est pas très long. Un article sur la bataille de sondage à Nice, donc entre Christian Estrosi, actuel maire de Nice, et Éric Ciotti, son principal opposant. Alors, une étude publiée vendredi 27 février 2026 donne Éric Ciotti vainqueur dans toutes les configurations. Une autre commandée par le camp Estrosi confirme cette tendance, même si elle semble rééquilibrer le jeu. Alors, là, première chose, je pense que c'est intéressant de voir qu'on a deux sondages, a priori, qui ne disent pas exactement la même chose. Alors, là, on ne va pas dire qu'on a deux sondages qui disent des choses opposées. Non, mais ils ne racontent pas exactement la même histoire. Ce qui pose problème déjà. Si on n'a pas deux sondages qui racontent la même histoire, ça veut dire qu'il y
y a probablement un problème de fiabilité du sondage et de l'instrument lui-même. Donc on va creuser. À Nice, la campagne des municipales prend des airs de guerre électorale multidimensionnelle. Ok, jusque-là, pas de surprise. Elle fait rage sur le terrain, enflamme les réseaux, agite l'écosystème médiatique et se nourrit d'une arme à fort impact, les sondages. Samedi 28 février, Éric Ciotti se frotte les mains. Il doit présenter son programme dans un gymnase niçois. Pour rappeler le rendez-vous sur les réseaux sociaux, il poste une photo du panneau d'affichage de score utilisé lors des rencontres sportives. Locaux 41, visiteurs 30. C'est que, la veille, un sondage Elab pour Nice Matin et BFM TV est venu ravir les équipes du patron de l'UDR. Elle donne à sa liste une avance considérable au premier tour, soit 41% des intentions de vote pour lui et 30% pour le maire actuel Christian Estrosi. Le meilleur arrive pour Nice, commente l'intéressé. Qui plus est, ce sondage le donne gagnant quelle que soit la configuration du second tour, en duel 51-49 ou en triangulaire 45 contre 35 ou 33 pour Estrosi selon le candidat de gauche. Du côté du maire en place, on tente de les mettre à distance et d'affirmer que les Niçois refuseront de se laisser imposer un scénario dont certains rêvent. Ici, ce qu'on voit, grosso modo, c'est les sondages nous disent ce qu'on a envie, d'entendre, ce qu'on a envie de lire. Les sondages ne sont donc pas fidèles à la réalité du terrain, à la réalité de l'opinion. C'est ça que nous dit l'entourage de Christian Estrosi. Si bien que, le maire de Nice, le maire sortant, dénonce la méthodologie. Plus tôt dans la même semaine, c'est le média Politico qui avait publié un sondage, Cluster 17, qui donnait déjà Ciotti en tête au premier tour avec 10 points d'avance. Une étude évidemment relayée par les ciotistes, c'est de bonne guerre, et dont le camp Estrosi a remis en cause la méthodologie. Ce à quoi s'ajoute une dernière enquête réalisée par l'Observatoire Hexagone, financée par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin, publiée ce week-end, donc le week-end du 1er mars, dans le JDD. Groupe détenu par Vincent Bolloré et dont est proche Éric Ciotti. Bon, ok, trop c'est trop. Depuis plusieurs jours, les rumeurs bruissaient d'un autre sondage commandé par le camp Estrosi. Une enquête qui n'a pas été rendue publique, mais à laquelle nous avons pu avoir accès. Elle a été réalisée pour le compte de l'association Les Amis du maire de Nice par l'Institut IFOP et livrée à son commanditaire mardi, 3 jours avant la parution du sondage donnant Ciotti gagnant dans toutes les configurations. Une campagne de plus en plus tendue. L'étude est loin de conforter le maire de Nice, le maire en place, mais donne à voir des écarts plus réduits, à même de renforcer le suspense. Ainsi, Ciotti y est donné toujours en tête à 38% d'intention de vote, donc contre 45, devant Estrosi à 32, contre 33. Et peu de changements à gauche, écologiste à 12, contre 11 pour LFI, d'accord. Au second tour, le candidat UDR-RN, Éric Ciotti, serait en tête avec 40% contre 36 pour le maire sortant. Le sondage commandé par Éric Ciotti indiquait 45 contre 33, si vous vous souvenez. En cas de quadrangulaire, ou 43 contre 37 en cas de triangulaire. En cas de duel, enfin, les frères ennemis se retrouveraient dos à dos à 50% chacun. Dans le camp Ciotti, on glose sur cette enquête, affirmant que n'aurait pas les moyens de s'acheter le moindre sondage. En face, on aime à rappeler que les urnes ont toujours parlé différemment des enquêtes, rêvant à bas bruit d'une configuration très hypothétique de duel au second tour, ce qui exige qu'une liste de gauche fasse moins que 10% et que l'autre se retire. Ceci intervient alors que la campagne apparaît de plus en plus tendue et que les invectives entre les deux camps font rage. Le vendredi, Christian Estrosi a découvert une tête de porc avec une photo à son effigie et une étoile de David devant chez lui. Il a annoncé porter plainte. Ce match devrait atteindre son apogée le lundi. Ils se retrouveront pour un débat organisé par Nice Matin, etc. Bon, il s'est avéré que la tête de porc, c'était une version bas de gamme de l'attentat de l'Observatoire contre François Mitterrand en 1963. Bon, le ridicule ne tue pas, mais c'est un petit peu gênant. Donc tout ça pour dire que déjà ici, on a
2 personnes qui commandent 2 sondages qui racontent 2 histoires sensiblement différentes. Donc on a déjà de quoi douter de la qualité de l'instrument. Et pour bien comprendre, hein, on va mettre ça en regard des résultats du premier tour. Donc le premier tour des municipales à Nice nous donne Éric Ciotti premier avec plus de 43% des suffrages. Christian Estrosi deuxième avec un peu moins de 31% des suffrages. Et ensuite, donc les listes de gauche qui font réunir 20%. Donc grosso modo, et une abstention de 46. Ça, le sondage ici n'indiquait absolument rien sur l'abstention. Et l'abstention peut expliquer plein de choses. Mais en gros, on a une grosse incertitude sur qui va aller voter, combien vont voter. Et ensuite, on a donc des résultats qui sont discutables et qui sont variables d'un candidat à l'autre et qui sont au final assez éloignés du résultat final, enfin du résultat réel. L'élection à Nice n'a donné raison à aucun des sondages. Là, Éric Ciotti a créé la surprise. Dans les urnes, à Nice, Éric Ciotti a fait quasiment 10 points de plus que ce que les sondages lui annonçaient pour le premier tour. Et Christian Estrosi, qui était annoncé derrière, loin derrière, est loin derrière, mais avec un score plus élevé, et pourtant un écart plus élevé encore. Alors, est-ce que vous me suivez bien ? J'espère que oui. Donc là, grosso modo, on a un sondage ici qui deux sondages, qui nous montrent 2 histoires différentes, mais 2 sondages qui n'ont pas été foutus de nous donner quelque chose d'à peu près fiable. Merci beaucoup Clément. Quelque chose d'à peu près fiable quant aux résultats. Alors, bon, les sondages se trompent tout le temps, et ça on va y venir après, sur leurs limites, ce qui explique en fait ces écarts. Ça donc c'était sur Nice. On regarde la même chose sur Paris, si vous voulez bien. Et donc, truc très intéressant, sur Paris, un sondage donne, donc ça c'était 20 minutes, donc le Canard 20 minutes, je ne sais plus de quand ça datait, publié le 8 mars, donc il y a 8 jours. Donc un sondage, bon, on ne sait pas lequel à ce stade, on verra bien après, donne Emmanuel Grégoire devant et Knafo dans le trio de tête du premier tour. Intéressant. Alors, que dit le sondage ? Une seule configuration permettrait à Rachida Dati de gagner au second tour, les retraits de Pierre-Yves Bournazel et Sarah Knafo et le maintien de Sofia Chikirou. Alors, ouais, sans aller plus loin, ce cas de figure, les retraits de Pierre-Yves Bournazel et Sarah Knafo, est-ce que vous y croyez ? C'est-à-dire, quand on lit le sondage, est-ce que vous y croyez ? Moi, honnêtement, pas. C'est-à-dire qu'en fait, le retrait de l'un et l'autre, ça voudrait dire que, à la fois, il y a une sorte de réflexe, je ne vais pas dire patriotique parce qu'il ne s'agit pas exactement de ça, mais de réflexe pour l'intérêt général, ici, qui serait considéré comme la victoire de Rachida Dati, sachant que aussi bien Pierre-Yves Bournazel que Sarah Knafo n'ont eu de cesse de taper sur la maire du 7e arrondissement, Rachida Dati. Donc, grosso modo, imaginez un seul instant que l'un des deux déjà se retire. Ça relève de la science-fiction, donc imaginez que les deux le fassent en même temps, c'est encore moins plausible. Et ensuite, Pierre-Yves Bournazel est légèrement sur la gauche de Rachida Dati,
et Sarah Knavo est très loin sur sa droite. Donc le retrait des deux signifierait que Rachida Dati pourrait être élue en faisant le grand écart entre le centre et la droite dure, que d'aucuns qualifient d'extrême droite. Moi, j'ai des doutes là-dessus. Ce serait imaginer que les électeurs de Pierre-Yves Bournazel accepteraient finalement un chantage de Sarah Knafo. Et donc, ils voteraient pour Rachida Dati. Et à l'inverse, ça signifierait que les électeurs de Sarah Knafo accepteraient la modération de Pierre-Yves Bournazel et iraient voter pour Rachida Dati. Moi, j'ai quand même de sérieux doutes là-dessus. J'y crois très modérément. Donc, en gros, une seule configuration permettrait à Rachida Dati de gagner au second tour. Oui, mais c'est une configuration qui n'a aucun sens. Et donc, on va voir ici ce que disent les sondages, ce que disaient les sondages, parce que c'est ça qui sera intéressant. Donc, ici, les sondages disaient, grosso modo, alors, la gauche rassemblée derrière Emmanuel Grégoire recueillerait 32% des suffrages exprimés, contre 26,5% pour Rachida Dati. Ok. 3 autres listes seraient susceptibles de se maintenir au second tour en passant la barre des 10% au premier. Ok, c'est le cas de Sarah Knafo, créditée, et c'est là que ça devient intéressant, à 13,5%, de Pierre-Yves Bournazel à 12%, et de Sophia Chikirou qui pointe à 10,5%. Et Thierry Mariani, candidat URN, est par contre complètement décroché à 3%. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, on voit le cas de figure de Emmanuel Grégoire 1er, Rachida Dati 2e, Sarah Knafo 3e. Si vous vous souvenez des résultats, donc là, petite vidéo très courte, si vous vous souvenez donc là, ce qu'on a vu ici, je vais m'arrêter sur l'image, c'est en gros un résultat qui n'a strictement rien à voir avec ce que disaient les sondages. Alors, je dis rien à voir, bon, c'est pas exactement vrai que ça n'a rien à voir, mais attendez, est-ce que vous allez voir mieux là Ah voilà, non, on voit pas mieux. Mais en gros, ce que je trouve intéressant, c'est que ici, on voit que le résultat d'Emmanuel Grégoire au premier tour est mince, ça n'a rien voulu savoir. Donc le résultat, c'est pas possible. Pourquoi ça n'a... Ah, bigramme. Voilà. Emmanuel Grégoire, 37,98, 38% au premier tour. Ça, les sondages n'avaient pas vu venir la dynamique Emmanuel Grégoire. Alors moi non plus, entre nous, j'aurais jamais misé sur un score aussi élevé pour le dauphin, l'héritier d'Anne Hidalgo qui est tellement contesté. Ensuite, Rachida Dati, deuxième à 25,5. Je l'aurais vu plus haut. Surtout que ces dernières semaines, on parlait énormément de la dynamique Rachida Dati, on parlait énormément de sa remontée, enfin pas remontée, de son niveau élevé dans les sondages. Je n'imaginais pas que Sophia Chikirou, alors Sarah Knafo qui était censée faire 13,5, là a fait 10,4. Mais je me souviens qu'hier soir, quand les résultats
ont été publiés, les premiers résultats, il y avait une incertitude côté Sarah Knafo. Serait-elle au second tour ou non? Je me souviens que lorsque on a eu les premiers résultats, Sarah Knafo était donnée à 9,9. Donc, pas qualifiée. On est loin des 13,5 qui la rendaient arbitre du scrutin, troisième, en tant que troisième arrivée, la troisième femme. Eh ben non, c'est Sofia Chikirou. Sofia Chikirou donnée à 11,7, alors que les sondages lui donnaient plutôt autour de 10. Alors bon, là on est grosso modo dans la marge d'erreur des sondages, admettons. Pierre-Yves Bournazel, les sondages ici le donnaient à je me souviens plus, le donnait à 12, mais d'autres avant le donnaient à 15, et son résultat 11,3. Donc en gros, il y a eu une sorte de croyance qui ferait un score honorable, autour de 15%. Les sondages les plus frais indiquaient 12, et là, il est en deçà. Alors vous allez me dire, oui, mais toujours dans la marge d'erreur. Mais ceux qui n'y sont pas dans la marge d'erreur, ce sont Emmanuel Grégoire et Rachida Dati, très 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 loin du compte. Avec un écart beaucoup plus important que celui qui était annoncé. Et Sarah Knafo, qui ne tient pas finalement la promesse de ce premier tour. Donc tout ça pour dire quoi, en fait? Parce que c'est pas juste pour faire du commentaire de chiffres, mais tout ça pour dire que les sondages, c'est un instrument, oui, qui est très 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 puissant. On est d'accord, mais on voit en fait plusieurs choses. D'abord, les sondages, en fait, c'est un vrai mirage. Et c'est un mirage parce que on a une précision apparente des chiffres. Donc là, on voit à la virgule près. On n'est pas sur des grandes masses, on est à la virgule près. Hein. Ensuite, la rapidité avec laquelle ils sont interprétés. Donc en gros, Sarah Knafo fera très certainement entre 13 et 15%. Ce sera la troisième femme, et elle sera déterminante. Ensuite, la transformation immédiate du pourcentage en diagnostic. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le résultat, le sondage, et on se dit, tiens, ça veut dire que blablabla. Alors, maintenant, on voit bien qu'un chiffre apparaît à l'écran. Et ensuite, on raconte une histoire autour de lui. On raconte l'histoire qu'on veut se raconter. Et c'est ça qui est important avec le sondage. Donc cette illusion du chiffre. Et donc, ce qui semble dire ces sondages, finalement, c'est, si on reprend les intentions de vote, ce qu'il nous dit, c'est... on ne sait pas, en fait. Qu'est-ce qu'il nous apprend réellement? Qu'est-ce qu'il nous apprend? La popularité d'un candidat? L'état de l'opinion? Je suis même pas sûr. C'est même pas sûr parce que là on a un sérieux problème. On a un sérieux problème qui est que les pourcentages mesurent tout autre chose, et ça va être vraiment trivial ce qu'ils mesurent. Donc là, alors Pierre Bourdieu disait que l'opinion publique n'existe pas. Donc on ne peut pas la mesurer. Qu'est-ce que ça voulait dire? En gros, ça voulait dire que il n'y a pas un corps social qui s'appelle l'opinion publique. Il y a des opinions individuelles qui peuvent se forger au contact des autres, mais on ne peut pas dire tiens, la société pense que, ou les Français pensent que. Au mieux, on peut avoir une intuition de ce qu'ils pensent dans un groupe donné. Après, on n'en sait pas beaucoup plus. Et donc là,
finalement, donc, qu'est-ce que ces chiffres mesurent en réalité? En fait, un sondage, ça repose sur un échantillon, un questionnaire et une formulation précise. Donc, en gros, un sondage ne mesure pas l'opinion publique, qui n'existe pas. Un sondage mesure des réponses à un questionnaire. Point. Et donc en fait, ce que vous allez voir, je vais vous montrer autre chose tout de suite, c'est que l'échantillon, le questionnaire et la formulation peuvent être performatifs, c'est-à-dire qu'en gros, ils portent en eux presque les conclusions qu'on va avoir, c'est-à-dire que le résultat est déjà donné dans le sondage, d'une certaine manière. Alors, pas le résultat réel, mais le sondage est porteur de sa propre logique, quelque part. Et donc là, je vous avais dit que je vous montrerai quelque chose sur les intentions de vote au premier tour des élections municipales de 2026 à Paris. Donc là, il s'agit d'un sondage, justement, qui a été fait par OpinionWay pour CNews, Europe 1, Journal du Dimanche, donc en gros pour le groupe Bolloré. Donc la méthodologie, ça qui va être intéressant. Un échantillon de 1138 personnes inscrites sur liste électorale à Paris, issues d'un échantillon de 1066 représentatifs de la population parisienne âgée de 18 ans et plus. Alors, représentatif de la population parisienne, c'est là que ça va commencer à être bancal. Ensuite, constitué sur la méthode des quotas. Alors ça, on y reviendra. Les quotas, en gros, ça veut dire que les sondeurs ont une idée, une vision très précise de la manière dont la population parisienne âgée de 18 ans et plus est constituée, selon un certain nombre de critères sociologiques, et qu'ils ont pu constituer dans leur échantillon sur le fondement de ces différents critères. Et donc chaque critère, chaque sous-groupe est représenté dans son échantillon dans les mêmes proportions qu'il est dans la société parisienne en l'occurrence. Bon, alors moi ici ça me pose problème quand on parle de 1138 et on y reviendra après. Alors ensuite, l'échantillon a été interrogé par un questionnaire auto-administré en ligne. Oui, comme vous en voyez souvent passer, donc rien d'original. Rien d'original, mais on n'a même pas la certitude de qui a répondu véritablement. On ne sait pas si une personne a répondu une fois ou plusieurs fois. Donc déjà, la méthode ici est bancale. Enfin, je veux dire, elle n'est pas bancale telle qu'elle, mais elle ne garantit pas une fiabilité forte, a priori. Ensuite, les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude de 1,4 à 3,1 points pour un échantillon de 1000 répondants. Du simple au double, ou même plus du double, quand on sait que ça se joue sur les scores, se jouent sur autre chose, enfin justement dans cette marge d'erreur. C'est-à-dire que Sarah Knafo, qui a fait 10,4, quand elle était quand les résultats la donnaient à 9,9, c'était justement ce qui faisait la différence. Donc là, marge d'incertitude de 1,4 à 3,1 points, ça veut dire nos résultats ne sont pas spécialement fiables. C'est ça que ça veut dire. Si on avait, entre 0,1 et 0,5% de marge d'erreur, on pourrait se dire, ok, ça a une certaine valeur. Mais là, 3,1. Si on prend juste Sarah Knafo, oui, alors là, ils se sont largement plantés. Elle est complètement dans la marge d'erreur, mais la marge d'erreur qui aurait pu lui coûter la qualification. Et 3,1, ça représente quasiment 10% du score 8% du score d'Emmanuel Grégoire. Donc on est sur quelque chose de délirant en fait. Donc les résultats. Alors, là, ce qui va être intéressant, donc je disais tout à l'heure, les sondages, ce qui fait leur faiblesse quelque part, c'est que en fait ils mesurent, comme je disais, des réponses à des questions.
Et donc là, on a, je ne vais pas tous vous les donner, hein, parce qu'il y en a, je crois, il y en a pour une vingtaine de pages. Mais en gros, là, on leur pose des questions. Parmi les enjeux suivants, lesquels compteront le plus pour vous au moment de voter au premier tour des élections municipales? Plusieurs réponses possibles. Espérons bien quand même. La sécurité, la propreté de la ville, les transports en commun, le cadre de vie, l'environnement, le logement, les impôts locaux, la circulation et le stationnement, l'aménagement, l'urbanisme, l'immigration, l'action sociale, le développement économique et la création d'emplois, les personnes âgées, la petite enfance, école, crèche, etc., les animations et la vie culturelle. Aucun de ceux-là ne se prononce pas. Alors, là, ici, on a, donc rappelez-vous, sondage commandé pour le groupe Bolloré, ce qui veut dire que vous avez dans les questions les préoccupations des candidats, on va dire, soutenus par le groupe Bolloré. Donc, grosso modo, bon, la sécurité, c'est toujours une préoccupation dans beaucoup d'endroits, mais le fait est que la proposer en premier dans le questionnaire, c'est quand même un peu tendancieux. De la même manière, l'immigration. Donc l'immigration, je ne suis pas certain, à proprement parler, que ce soit véritablement une préoccupation. Ça l'est à partir du moment où on le suggère. Ah ouais, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? On vous aurait parlé de... Alors, est-ce qu'il y avait le cadre de vie, l'environnement? Alors, environnement, je ne sais pas si c'est l'environnement au sens écologique du terme ou si c'est l'environnement au sens du cadre de vie. Donc là aussi, c'est quand même un peu douteux. Donc on répond, enfin, les répondants donnent des scores. Répondent en choisissant et puis après, on se rend compte que leurs préoccupations, donc 58% des Parisiens, la sécurité est la première préoccupation. Pour 16% des Parisiens, les animations et la vie culturelle. Ouais, admettons, mais vous voyez la question, parmi les enjeux suivants, c'est-à-dire qu'on les a suggérés, et ce ne sont pas des enjeux qui sont remontés de la part des personnes interrogées. Donc ça, c'est le truc, je pense, important à avoir à l'esprit. Ensuite, donc là, on prend les catégories de la population par genre, par âge et par CSP. Admettons. Parmi les enjeux suivants, lesquels compteront le plus pour vous au moment de voter au premier tour des élections municipales? Et donc, bon, on distingue hommes et femmes, moins de 40 ans, 40-54, 55-64, 65 et plus. En gros, pourquoi ce découpage? Qu'est-ce que ce découpage nous apporte véritablement? Quelle est la justification de ce découpage? Alors autant 65 ans et plus, je veux bien, ça je comprends. En gros, les retraités. 40-64, je ne comprends pas pourquoi ce sont deux groupes et pas un seul, voire trois. Et ensuite, 40 ans et moins de 40 ans. Donc de 18 à 40, 18, on a des étudiants. Premier emploi, 40 ans, on est à la moitié de sa vie professionnelle, donc je ne comprends pas bien. Mais probablement, ça permettait de faire ressortir certains chiffres. Parce qu'il y a quelque part un agenda politique quand on est le groupe Bolloré ou un autre groupe, avec un positionnement politique connu. Donc là, résultat, à prendre avec énormément de précautions. Les enjeux qui compteront le plus dans le vote lors des élections municipales, parmi les enjeux suivants, lesquels compteront le plus pour vous au moment de voter au premier tour des élections municipales. Et donc là, on a pris... alors là, ils ont pris les électeurs... Alors,
là, c'est bancal. On sait pas bien en fait exactement ce qui a été fait. Donc, on voit par parti politique et ensuite comparer, les législatives de 2024, celles de 2022, et par parti politique ou par candidat. En gros, là, on comprend pas bien. Honnêtement, moi, j'ai un peu de mal à comprendre ce qui est fait ici. Donc, on a des chiffres dont je ne sais même pas ce qu'ils veulent dire. Honnêtement, je ne sais même pas ce qu'ils veulent dire. Je ne sais pas quand ils ont été collectés ni comment. Donc, j'ai un problème. Et, alors je vous dis, je ne vais pas tous vous les faire, mais c'est ça qui va être intéressant sur les intentions de vote pour le premier tour des élections municipales. J'y reviens. Alors, Sophia Chikirou, 13%. Emmanuel Grégoire, 31%. Pierre-Yves Bournazel, 12%. Rachida Dati, 26%. Sarah Knafo, 12%. Thierry Mariani, 5%. Bah, tout est faux. Il n'y a pas un chiffre juste. Sauf si, autant pour moi. Ces trois-là sont corrects. Maëlle Pierrot-Guimbaud, Marielle Saulnier, Blandine Chauvel, oui, ils ont bien fait un peu moins d'1% chacun. Mais autrement, tout est hors, même en dehors de la marge d'erreur. Emmanuel Grégoire, 31. Souvenez-vous, le score, presque 39. Pierre-Yves Bournazel, 12. Bon, 11-7. Ok, on n'est pas loin du compte. Rachida Dati, 26. Elle a fait 28. Bon, admettons. Sarah Knafo, 12. Elle a fait 10-4. Admettons. Thierry Mariani, 5. Il a fait 2. Donc là, son score a été plus que doublé ici. Donc en gros, on a des chiffres dont on ne sait pas trop quoi en tirer finalement. Et ensuite, une autre. Donc je disais que les chiffres, les sondages posent un problème lié à l'échantillon. Les sondages sont un questionnaire et reposent sur une formulation précise. Je vous ai montré une formulation où on suggérait la réponse quelque part et où juste la manière dont vous formulez la question porte en elle-même les germes de la réponse. Mais on a aussi l'inverse, c'est-à-dire le sondage dans lequel la question est bancale, la question est foireuse, mal posée. Ici, le poids des enjeux nationaux dans le vote. Lors des élections municipales des 15 et 22 mars, la situation nationale comptera-t-elle ou non dans votre vote ? La situation nationale, ça veut dire quoi ? Moi, là-dessus, je suis déjà perdu. Donc, il y a tellement de choses possibles dans la situation nationale, je suis pas clair, je suis pas au clair, je sais pas. Je saurais pas quoi répondre. Et pourtant, oui, probablement pour 31% des répondants selon les sondeurs. Mais un 31% qui veut dire quoi quand la question est mal foutue ? Et si la question avait été donc sur la situation nationale, sur on va dire la situation financière du pays, donc l'endettement, ou bien la situation écologique du pays et on va dire la dette environnementale, eh ben, les résultats n'auraient pas été les mêmes. Donc là, moi je ne sais même pas ce que veulent dire ces chiffres. Et là, ça continue. Alors ça nous donne des choses encore plus précises. Par type de municipalité, de moins de 2000 habitants, de 2000 à 19 999, de 20 000 à 99 999 et au-delà de 100 000. Mais avec la même question foireuse. Donc je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et ça continue avec le découpage sociologique. Donc en gros, je ne sais pas. Voilà. Honnêtement, on a des chiffres qui sont jolis, hein, on est d'accord, mais qui sont assez obscurs finalement à mon goût. Alors peut-être que au vôtre ce ne sera pas le cas, hein, peut-être que vous les trouverez plus convaincants, plus clairs que moi.
Alors, donc les questionnaires sont, comme je disais, hein, un instrument finalement qui mesure des réponses, les réponses qu'on veut bien donner à des questions qu'on veut bien poser, mais en aucun cas ça ne délivre véritablement une compréhension des opinions. Donc vous voyez, donc là, je vous ai montré des sondages. Pour qui voteriez-vous, dans quelle mesure tel enjeu ou les enjeux nationaux, plus ou moins formulés de manière plus ou moins bancale, compteront-ils, etc., etc. Bon, pas très probant. Ensuite, une autre chose importante est que avec le sondage, avec le questionnaire, hein, donc le sondage, on est sur une déclaration. Et la déclaration n'indique en aucun cas la sincérité de la réponse. Donc je vous mets au défi, lorsque vous avez des enquêtes auxquelles vous acceptez de répondre, que ce soit par téléphone ou que ce soit en ligne, je vous mets au défi d'avoir répondu spontanément à chaque fois et de manière toujours complètement honnête. J'ai quand même l'intuition que pour la plupart, on réfléchit, on a la question qui est posée, on se dit ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, mais si ça veut dire ça, oui d'accord, blablabla. Bon, on ne sait pas forcément à quoi on répond. Ou bien, pour se faire plaisir, pour rigoler, pour déconner un coup, hein, et ben oui, il doit arriver aussi qu'on réponde un peu n'importe quoi, juste pour voir. Et donc, ça pose problème parce que finalement, ce que montre le résultat de ce sondage, de cette enquête, c'est une déclaration dont la valeur est très discutable. Et on a peu de moyens statistiquement de contrôler la validité ou la qualité de ces déclarations. Alors, on a à partir de là les limites analytiques forcément du pourcentage. Donc, comme on a vu tout à l'heure, hein, le sondage, enfin le chiffre qui ressort, les pourcentages qui ressortent sont souvent difficiles à interpréter, difficiles à comprendre, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Notamment, on a le plus souvent des chiffres agrégés, ou bien, donc on a vu tout à l'heure, je vais reprendre ici, alors on a des chiffres agrégés, voilà, on va prendre ici, alors attendez, c'était tac. Ah non, c'était pas cela, c'était ici. Les intentions de vote au premier tour. Non, c'était sur les déterminants. Donc le poids des enjeux nationaux. Alors, donc sur le poids des enjeux nationaux, donc on a, voilà, ici ça commence avec des chiffres complètement agrégés. Donc on ne sait pas trop, donc 60% oui, 33% non, et 7% qui ne se prononcent pas. Bon, admettons, on n'en sait pas beaucoup plus. Et puis ensuite, on a un découpage plus ou moins discutable. Donc des catégories plus ou moins discutables. Bon, moins de 2000 habitants. Ensuite, pourquoi 2000 à 20 000 en particulier. Et là encore, on a un semblant de précision. Mais finalement, on se retrouve encore une fois avec des groupes agrégés dont il est difficile d'extraire une vraie signification. Et puis quand on continue plus loin, on a ces problèmes comme je vous disais, ces problèmes de classe d'âge. Donc là, ce qui est intéressant, vous voyez, les classes d'âge ne sont plus les mêmes que dans l'autre sondage, qui nous disait moins de 40 ans, etc.
Donc là, qu'est-ce qui fait que le même institut de sondage, sur le même type de sondage, selon le commanditaire, en fait, ne construit pas les mêmes catégories. C'est quand même gênant. Comment peut-on, dès lors, comparer les sondages? Comment peut-on, méthodologiquement, s'assurer que le travail qui a été fait est réplicable et s'il est répliqué, donnera les mêmes résultats? On a un problème là. Donc en gros ici, on a une sorte d'escroquerie intellectuelle derrière cette prétendue précision, cette prétendue prévisibilité ou capacité à prédire des sondages, des enquêtes, des questionnaires de manière plus large. Donc, en gros, là je vous ai dit, non pas tout le mal que j'en pensais, parce qu'il ne s'agit pas exactement de ça, mais je vous ai montré les principales faiblesses, les principales difficultés liées au sondage, liées au questionnaire. Mais ils ont quand même des mérites quand c'est bien fait. Alors, les mérites, c'est quoi? C'est que un sondage, une enquête, ça a vocation à révéler des profils de répondants. C'est plus ça. Et donc, je reviens sur une chose, des profils de répondants. Et là, les profils de répondants, à la limite, si on a un échantillon qui n'est pas représentatif de la population, c'est pas grave. On a un certain nombre de profils de répondants qui ressortent malgré tout et qui sont susceptibles de se retrouver aussi dans le reste de la société. Alors, vous allez voir, je vais vous donner un exemple très concret. Mais ce qui est important, c'est que ici donc, on avait un problème sur les sondages en politique, et on a le même problème avec la plupart des études quantitatives qui peuvent être menées, c'est que l'échantillon est constitué, alors supposément selon des méthodes permettant de s'assurer qu'il est représentatif de la population générale. Sauf que on attribue probablement des déterminismes, des déterminants trop forts à ces différentes catégories qui viennent alimenter la population. C'est-à-dire que, vous avez vu tout à l'heure sur les classes d'âge, bon, alors déjà les classes d'âge, ok, on peut dire que oui, probablement ça a un sens. Mais, vous voyez, c'est quand même discutable. On peut se dire, bon, les jeunes qui ne travaillent pas encore, les jeunes actifs, les actifs, et puis les retraités. C'est vrai que ça peut faire trois groupes qui se tiennent. Bon, après, le découpage, discutable. Mais c'est aussi prêter, a priori, à chacun de ces groupes des caractéristiques de vote qui seraient presque déterminantes. Ce qui n'est pas forcément acquis. C'est pas forcément parce qu'on est jeune qu'on est un révolutionnaire mélenchoniste. C'est pas forcément parce qu'on est retraité qu'on est un réac zémouriste. C'est pas aussi évident, c'est pas aussi systématique, c'est pas aussi mécanique. Donc il y a pour moi cette difficulté. Et une autre dans l'échantillonnage qui tient au fait que on a un échantillon qu'on interroge une fois, et puis un autre sondage est ensuite conduit sur un autre échantillon, lui aussi supposé représentatif de la population, mais en gros on n'a aucun moyen de comparer les résultats parce qu'on mélange des choux et des carottes, enfin des torchons et des serviettes. Donc quelque part on a des choses qui sont absolument inexploitables, absolument pas comparables. Et donc on a un moment, vaguement, une photo instantanée de réponse à des questions, mais sans plus, et on ne peut pas en tirer grand-chose. Donc
donc en fait, je disais, le sondage, trop souvent, les résultats d'un sondage, plutôt, trop souvent, on les résume, on les réduit à des pourcentages. X% de répondants, ou de la population, X% des Français, X% des Parisiens pensent que. Alors que non, c'est X% des répondants disent que. Ce qui n'est pas pareil. Et bon, ça, c'est pas très intéressant. En revanche, là où ça commence à devenir intéressant, c'est quand on pose plusieurs questions et qu'on croise les réponses à ces questions pour voir si se dessinent des profils de répondants qui s'appuient non pas forcément sur des caractéristiques sociologiques qu'on aurait prédéfinies, mais sur des corrélations entre les réponses. Et à partir de là, on peut voir ce qu'il y a de commun à ces personnes, enfin essayer de comprendre ce qu'il y a de commun à ces personnes qui ont répondu telle chose à telle question, telle chose à telle autre question. Et à ce moment-là, oui, on peut comprendre des profils, et je dis bien de répondants. Et là, un exemple où ça peut être très utile. Je vous l'avais déjà raconté cet exemple, parce que moi je l'aime bien. Quand vous réservez un hôtel, quand vous vous enregistrez dans un hôtel, très souvent, pas systématiquement, mais le plus souvent, on vous demande, si vous prenez le petit déjeuner, on vous demande si vous êtes plutôt thé ou café pour le petit déjeuner. On ne vous demande pas si vous êtes un homme, une femme, un vieux, un jeune, combien vous gagnez, etc. On s'en fiche, hein. C'est vraiment pas le problème. Alors que sociologiquement, oui, ça peut être super intéressant de savoir si un homme grand, chauve, a plus tendance à boire de café qu'une femme petite et à la chevelure bien garnie. On s'en fiche. Donc, quand on vous demande ça, c'est en gros pour pouvoir anticiper les commandes pour le petit déjeuner. Parce que l'hôtel s'appuie sur des enquêtes qui ont été menées et qui s'intéressaient aux habitudes de consommation des clients d'hôtel au petit déjeuner. Et ces études, donc sondages, ces sondages montraient grosso modo que lorsqu'on prend du café au petit déjeuner, on a plutôt tendance à prendre un petit déjeuner salé, donc fromage, charcuterie, des œufs, alors que quand on prend du thé, on a plutôt tendance à avoir un petit déjeuner sucré, donc viennoiserie, céréales, confiture, etc., etc. Et donc, l'enjeu ici, c'est pas de savoir quel est votre profil sociologique, en général. Non, c'est de savoir si vous êtes plus susceptible de vous retrouver dans le cas de figure du consommateur de café qui aura un petit-déj salé ou du consommateur de thé qui aura un petit-déj sucré. C'est ça l'enjeu. Et avec un sondage assez simple, eh bien, on se rend compte quand même qu'on a des profils types. Mais est-ce que ces profils types sont représentatifs de la population ? On ne sait pas. À la limite, on s'en fiche. C'est représentatif dans une certaine mesure de la population fréquentant les hôtels et prenant son petit déjeuner dans les hôtels. Ça ne va pas chercher plus loin. Et donc là où je voulais en venir là-dessus, c'est sur le fait que on peut utiliser le questionnaire, on peut utiliser le sondage pour identifier même pas des tendances, mais des profils de répondants. J'insiste encore là-dessus, je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est ça qui est important, c'est de voir des profils de répondants et à partir du moment où on a extrait ces profils de répondants, essayer de leur donner du sens et de comprendre ce qui peut expliquer un tel profil. Qu'est-ce que deux personnes qui auraient répondu les mêmes choses peuvent avoir en commun ?
Et ce qu'elles peuvent avoir en commun, ça peut être plein de choses, y compris des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées. Inutile donc de donner a priori des catégories sociologiques préétablies et de chercher à les plaquer systématiquement. Du genre, alors ça c'est un truc que moi je déconseille à tous mes étudiants, du genre les catégories démographiques, des variables d'ordre démographique sur des sujets qui ne s'y prêtent pas. Pourquoi est-ce que sur un sujet sur les consommations au petit déjeuner, vous avez besoin de savoir l'âge, le niveau d'études, le niveau de revenus, l'origine géographique des répondants? À quoi ça va vous servir? Ah oui, mais c'est intéressant. Oui, mais c'est intéressant, mais on s'en fiche. Ici, ça n'apportera pas grand-chose, ça apportera plus de confusion qu'autre chose. Ça ne nous permettra pas de mieux comprendre la consommation au petit déjeuner, ça viendra plutôt polluer la réflexion. On aura un semblant de fiabilité, un semblant de précision du résultat, mais finalement un semblant seul, et un résultat qui n'apportera rien, ou pas grand-chose. Tandis que une approche qui se veut beaucoup plus humble, beaucoup plus modeste, moi je veux comprendre les habitudes de petit-déj, point. Je veux savoir combien il faut que je commande. Et à la limite, je tolère un niveau de perte de temps, quand même. Parce que je sais bien que mon enquête ne me donnera pas un résultat fiable à 100%, mais ça me donnera un ordre de grandeur. Donc si je constate qu'effectivement les gens qui prennent du café ont plutôt tendance, allez, on va dire, je vais dire une bêtise, peut-être à 90%, à 80 ou 90% ont tendance à prendre un petit déjeuner salé, et ceux qui prennent du thé ont tendance à 75% à prendre un petit déjeuner sucré. Voyant combien de mes pensionnaires me disent prendre du café ou du thé au petit déjeuner, je peux estimer pas trop mal combien il me faudra commander, et ce qui me permettra d'anticiper aussi un niveau de perte possible, en espérant évidemment qu'il sera le plus faible possible, on est bien d'accord là-dessus. L'idée c'est vraiment de ne pas chercher à prédire l'avenir, parce qu'à chaque fois qu'on essaie de prédire l'avenir, on se trompe. Là, les sondages, comme on l'a vu, ont toujours faux. Tous les sondages ont failli dans la prévision d'un résultat. Je me souviens, et là Clément, je pense que ça devrait te faire sourire, je me souviens pour la présidentielle de 95 de sondages qui donnait Jacques Delors contre Édouard Balladur au deuxième tour. Jacques Delors qui ne s'est pas présenté à la présidentielle. Édouard Balladur qui n'a pas été au second tour. On a eu, en 95, Chirac-Jospin. Personne n'avait envisagé Lionel Jospin un seul instant. Sur la présidentielle de 2012, sur la présidentielle de 2012, on donnait Dominique Strauss-Kahn vainqueur dans à peu près tous les cas de figure. 2012, ça a été François Hollande, que personne n'avait vu venir, qu'aucun sondage n'avait testé, tant il était prévisible. Et évidemment, 2002, tu veux dire. 2001, c'était une municipale. Mais 2002, évidemment, la présidentielle de 2002, qu'est-ce que nous disaient les sondages? Lionel Jospin en premier, usure du pouvoir pour Chirac. Donc Lionel Jospin en premier, Jacques Chirac en deuxième, Jean-Pierre Chevènement en troisième et avec un score assez élevé, entre 15 et 18%. Et puis François Bayrou arrivait derrière autour de 10-11%. Et puis on avait Jean-Marie Le Pen qui devait être à moins de 10%. Et or ce sondage, ces prévisions ont été vérifiées dans mon bureau de vote, qui était dans le 12e arrondissement de Paris.
Moi, j'ai fait le dépouillement, donc j'ai vu que les résultats, ouais, dans mon bureau de vote, étaient conformes à ce que disaient les sondages. Lionel Jospin était arrivé premier, Jacques Chirac était deuxième, Jean-Pierre Chevènement était un peu plus haut même que ce que disaient les sondages, il était, je crois, à 19, quelque chose comme ça. Jean-Marie Le Pen faisait même pas 10%. François Bayrou devait être à 11 ou quelque chose comme ça. Donc oui, c'est tout à fait conforme. Mais l'histoire, l'histoire nous a dit tout autre chose. Jacques Chirac premier, Jean-Marie Le Pen deuxième, mais deuxième avec 18 du coup. Hein. Donc Jacques Chirac, je me souviens plus quel a été son score, 24 je crois, quelque chose comme ça. Jean-Marie Le Pen 18, Lionel Jospin devait être à 17,5 ou quelque chose comme ça, suivi de François Bayrou, et Jean-Pierre Chevènement, qui était censé faire 18 selon les sondages, était à 3. Donc là, en gros, cas de figure complètement à côté de la plaque. Des sondages qui ont failli dans leur mission de captation de la fameuse ou la fumeuse opinion publique. Donc Clément, voici le cas d'école de 2002. Je ne l'ai pas sauté, je voulais le garder pour la fin parce que c'était probablement le plus emblématique de tous. Le plus emblématique. Et de la même manière, je vais finir là-dessus, sur la première élection de Donald Trump, tous les sondages qui pouvaient être réalisés par tous les instituts donnaient systématiquement Hillary Clinton vainqueur. Systématiquement. Et de très loin. Et on a eu droit à Trump une fois. Puis une deuxième. Maintenant. Donc en gros, tout ça pour dire que bon, le sondage, le questionnaire, c'est bien quand c'est utilisé pour ce que ça sait faire en fait. Et ce que ça sait faire, c'est mesurer des déclarations et non pas prédire des intentions. Voilà, clairement, je pense que c'est ça le message. Le sondage, ça marche bien lorsqu'on le fait, lorsqu'on l'utilise pour les fins pour lesquelles il est prévu, en fait. Et voilà, donc moi c'est ça que je voulais évoquer avec vous ce soir du fait des municipales, dans le contexte des municipales, et probablement la semaine prochaine je parlerai de l'interprétation des résultats de manière plus poussée quand on aura eu les résultats, alors on va dire définitifs, que j'espère, que j'imagine être définitifs dans un certain nombre de communes après le deuxième tour. Alors je dis que j'espère définitif parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une contestation, et là ça me ramène au municipal de est-ce que c'était 95 ou est-ce que c'était, j'ai un doute, est-ce que c'était celle de 95 ou de 89 quand Bernard Tapie a obtenu la mairie de Marseille après contestation en justice des résultats. Il était arrivé deuxième, il a contesté en justice les résultats de certains bureaux de vote critiques et la justice lui a donné raison. Donc en gros, les résultats ont été partiels jusqu'à ce que la justice invalide l'élection du maire de Marseille et valide celle de Bernard Tapie. Donc on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Donc en gros, le sondage, ça nous donne, et le questionnaire, ça transforme en chiffres des... Salut Eric. Écoute, ravi si ça a pu t'aider sur la mécanique des sondages. Et donc, oui, tu me retrouveras, j'espère bien, sur ici un de ces jours. Et puis, on se voit demain et mercredi. Bonne soirée Eric. Donc je disais, en fait, le sondage, ça produit des chiffres qui créent une illusion d'approche scientifique parce qu'il y a des éléments de précision, mais qui vont
trop loin pour être vraiment convaincant finalement. Donc à prendre avec beaucoup de pincettes. Le sondage, c'est bancal souvent, ou c'est risqué parce que ça tient énormément à la qualité de la question ou à la formulation de la question. Comme on a vu tout à l'heure, avec le sondage commandé par le groupe Bolloré. Et enfin, le vrai résultat d'un questionnaire, c'est ce qu'on en fait, et c'est pas simplement un pourcentage. Le pourcentage, c'est une matière première qui doit servir à autre chose. Voici ce que je voulais pouvoir partager avec vous en ce lendemain de premier tour d'élection municipale. Donc je vous remercie encore une fois de vous être joints à moi ce soir. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cet éclairage sur les sondages, sur les questionnaires, à l'aune des résultats de l'élection municipale, notamment à Nice et à Paris, vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Et donc moi, je serais très content de vous revoir la semaine prochaine. Et donc, je suis convaincu que je parlerai à nouveau de quelque chose en lien avec les sondages et que je vous livrerai probablement une réflexion sur les résultats, sur les sondages et sur les résultats du deuxième tour des municipales. Sauf autre actualité qui nous mènerait sur autre chose. Donc je vous souhaite une très bonne semaine et donc je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.